Maman m'a abandonné sur un bateau et est partie avant qu'il ne lève l'ancre, juste pour prendre une pause loin de moi. Restez avec moi pendant que je vous raconte mon histoire. Imaginez avoir 10 ans, prêt pour une croisière, et puis votre mère disparaît. Sans au revoir, sans explication. Pourquoi ferait-elle ça? Découvrons-le ensemble. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Je m'appelle Tanara Ellis et j'ai 33 ans maintenant. Mais quand j'avais seulement 10 ans, ma mère, Charlène, m'a abandonnée. Pas à la maison, pas à l'école ou chez une amie, mais sur un bateau de croisière. Nous devions embarquer ensemble pour des vacances mère-fille. Elle a menti, a acheté 2 billets. Nous sommes montés à bord ensemble, avons pris des photos sur le pont, souri comme une famille. Puis, juste avant que le bateau ne parte, elle s'est éclipsée, me laissant à bord comme un bagage encombrant. Pourquoi? Parce qu'elle était fatiguée. Fatiguée d'être une mère célibataire, fatiguée du stress, fatiguée des sacrifices. Elle voulait se sentir jeune à nouveau, libre, tomber amoureuse sans être enchaînée à la charge d'élever un enfant seul. Et dans son esprit, j'étais cette charge. Cette trahison n'a pas seulement changé ma vie. Elle a créé le chemin que j'ai dû parcourir seule. Voici mon histoire. J'ai grandi à Kandambé, une petite ville tranquille près de Savannah, en Géorgie. Notre rue était bordée de chênes couverts de mousse espagnole, et la cloche de l'église du quartier sonnait tous les jours à midi, comme une horloge. Ma mère, Charlène, était bien connue en ville, une agente immobilière audacieuse et extravertie, toujours maquillée de rouge à lèvres vifs et prête à éclater de rire. Mon père, Walter, tenait une petite boutique de réparation informatique et aimait le calme, les gadgets, les puzzles et les livres de mots croisés. Pendant les premières années de ma vie, tout semblait aller bien. J'étais leur seul enfant. Papa m'a appris à lasser mes chaussures et à faire des bateaux en papier. Maman me tressait les cheveux le dimanche et me laissait porter ses talons hauts quand on jouait à se déguiser. Bien sûr, ils se disputaient parfois, surtout à huis clos, mais je pensais que tous les parents faisaient ça. Puis un jour, je suis entrée dans le garage et j'ai trouvé mon père dormant sur un vieux canapé, avec sa boîte à outils comme table de chevet. Quelques mois plus tard, il était parti. Maman a dit qu'il avait choisi ses gadgets plutôt que nous. Mais des années plus tard, j'ai découvert qu'il avait demandé une garde partagée, et elle avait refusé. Elle m'a dit qu'il ne voulait pas de moi, mais c'était un mensonge, le premier d'une longue série. Après le divorce, nous sommes restés dans la maison. Papa a déménagé en Californie. Il a essayé de garder le contact, envoyait des cartes postales, appelait quand il pouvait, mais Charlène s'assurait que je ne décroche pas. Elle levait les yeux au ciel et disait « Ne cours pas après un homme qui nous a abandonnés ». Avec le recul, j'ai compris qu'elle ne voulait pas me partager avec quiconque, surtout pas avec quelqu'un qui pourrait m'aimer mieux qu'elle. À 8 ans, elle a rencontré Jérôme Dillard. Il était tout ce qu'elle adorait, tape à accent Graveleuil, bruyant, plein de promesses vides. Il conduisait une voiture de luxe louée, portait des lunettes de soleil à l'intérieur et appelait tout le monde « reine ». En moins de 6 mois, Jérôme et sa fille Tiana ont emménagé chez nous. Ce fut le début de la fin pour moi. Charlène a donné ma chambre à Tiana et m'a installée dans un bureau exigu avec un lit pliant. Mes dessins et photos d'école ont été remplacés par les trophées de tennis de Tiana et ses portraits glamour. Charlène nous appelait « mes filles », mais bizarrement, seule Tiana recevait de nouveaux vêtements, des journées au spa et des week-ends au club. J'ai essayé de demander pourquoi. « Jérôme pourvoit à nos besoins », disait-elle. « Ne sois pas ingrate. » Mais le message était clair. Tiana était la préférée, et j'étais de trop. Nous avons arrêté nos soirées cinéma du vendredi, nos dimanches à l'église, nos petits déjeuners de pancakes. Tout tournait autour des fêtes de Jérôme, de ses clients, de ses règles. Je suis devenue invisible. J'avais d'excellentes notes, j'ai gagné un concours d'orthographe, j'ai même écrit une nouvelle publiée dans le journal de l'école. Personne ne l'a remarqué. Quand j'ai affiché mon certificat sur le frigo, il avait disparu le lendemain, remplacé par un flyer pour le prochain match de tennis de Tiana. À 10 ans, j'avais appris à ne rien attendre. Alors, quand Charlène est rentrée un jour début mars, tout excitée, brandissant 2 billets de croisière, je ne l'ai pas cru au début. Une surprise, s'est-elle exclamée. Juste toi et moi. Une croisière de luxe dans les Caraïbes, du temps pour nous reconnecter. Mon cœur a fait un bond. Vraiment? Juste nous? Bien sûr,
a-t-elle souri en me serrant dans ses bras. On en a besoin. Juste les filles, sans distraction. Elle m'a emmené faire du shopping, m'a laissé choisir une robe d'été et des sandales. Nous sommes allés nous faire les ongles. Elle m'a même lissé les cheveux ce soir-là, fredonnant comme elle le faisait quand j'étais petite. Pendant un instant, j'ai pensé que peut-être, juste peut-être, je lui manquais. Nous sommes montés à bord de l'océan Saint-Liné depuis le port de Jacksonville le lendemain matin. Je serrais mon ours en peluche, Benny, tout en essayant d'assimiler tout ça. Les grands escaliers, la piscine, les ascenseurs en verre. On aurait dit un rêve. Charlène me tenait la main. Elle nous a acheté des boissons fruitées avec des petits parasols et a pris des selfies. Souris, ma grande, disait-elle en tenant son téléphone en l'air. Faisons des souvenirs. Puis elle s'est penchée et a murmuré. Je dois retourner au terminal juste une seconde. Un problème avec ma valise. Reste ici sur le pont, d'accord? Je reviens tout de suite. Ne bouge pas. Je me suis assise sur une chaise longue près de la rambarde, balançant mes jambes, serrant Benny. 30 minutes ont passé. Puis 1 heure. Le soleil descendait. Une voix a retenti dans les haut-parleurs. Dernier appel pour tous les passagers. Je suis allée voir l'équipage du bateau. Ma mère est partie chercher sa valise. Elle n'est pas revenue. Une des hôtesses a froncé les sourcils et a consulté un registre. Comment vous appelez-vous, ma petite? Tanara Ellis. C'est ma mère, Charlène Ellis. Elle a hésité. Selon notre registre, vous voyagez en tant que mineur non accompagné. Nous avons un consentement signé de votre père, Walter Ellis. Je me suis figée. Non, non, il n'est pas là. Il n'a rien signé. Ils m'ont montré le formulaire. Le nom de mon père était griffonné sur la ligne, mais ce n'était pas son écriture. Je savais que ce n'était pas la sienne. Charlène avait falsifié le document, menti, m'avait piégé, puis avait disparu. Cette nuit-là, je me suis recroquevillée dans ma petite cabine de croisière, serrant Benny, fixant le plafond. Je n'ai pas mangé, je n'ai pas pleuré. Je suis restée figée, le cœur battant à chaque fois que le bateau tanguait ou que quelqu'un frappait à une porte dans le couloir. J'avais été abandonnée. Et même si je ne comprenais pas tout à l'époque, une partie de moi, au fond, savait que plus rien ne serait jamais pareil. Et, les amis, pouvez-vous croire que la mère de Tanara l'a laissé sur ce bateau? Que va-t-il se passer ensuite? Découvrons-le. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Revenons à notre histoire. Le lendemain matin, la lumière du soleil était trop vive, comme si elle ignorait ce qui s'était passé. Autour de moi, des familles mangeaient des gaufres, des enfants s'éclaboussaient dans la piscine, les gens riaient et prenaient des photos. Pendant ce temps, je déambulais sur le pont supérieur, engourdi, serrant Benny si fort que mes doigts me faisaient mal. J'avais 10 ans, seul, flottant au milieu de l'océan sur un bateau rempli d'étrangers. Et ma mère m'avait laissé exprès. C'est alors que Denise m'a trouvée, la directrice des services pour jeunes du bateau. Elle m'a repérée assise sur un banc près du pont d'observation, fixant le vide, un verre de jus d'orange intact à côté de moi. Elle s'est agenouillée et m'a demandé doucement, « Ma puce, est-ce que ça va ?» J'ai hoché la tête, mais en vérité, je n'arrivais même pas à parler. Denise n'a pas insisté. Elle s'est assise à côté de moi et a attendu. Après quelques minutes, elle m'a demandé si je voulais aller dans un endroit calme. Je l'ai suivie dans un petit salon où elle m'a donné une couverture et un chocolat chaud avec de la crème fouettée. C'est là que les larmes sont venues, de grosses larmes désordonnées. Entre 2 sanglots, je lui ai tout raconté. Comment ma mère m'avait amenée sur le bateau, m'avait serré dans ses bras, avait souri, pris des photos, et puis était partie. Elle a dit qu'elle reviendrait tout de suite, ai-je octé. Elle a menti. Elle m'a juste laissé. La mâchoire de Denise s'est crispée. Elle a fait quoi? J'ai hoché la tête. Elle a dit qu'elle m'aimait, mais elle m'a laissé ici. Denise m'a entouré de son bras. Tu es en sécurité maintenant, Tanara. Je te le promets. On va régler ça ensemble. As-tu de la famille qu'on peut appeler? Mon père, ai-je murmuré, mais il vit en Californie. Je ne sais pas s'il répondra. Je ne lui ai pas parlé depuis Noël. On va essayer, a-t-elle dit. Denise m'a emmenée dans une pièce calme dans les quartiers du personnel. Il y avait un téléphone,
un canapé et une fresque de dauphin sur le mur. Je lui ai donné le numéro de mon père, que je connaissais encore par cœur, et elle a composé le numéro pendant que je retenais mon souffle. Il a répondu à la deuxième sonnerie. Allô? Ma voix s'est brisée. Papa. Il y a eu une pause. Tanara. C'est là que j'ai craqué. J'ai pleuré si fort que le téléphone a failli me glisser des mains. Je suis là, ma chérie, a-t-il dit, sa voix ferme mais urgente. Dis-moi ce qui s'est passé. Entre hoquets et reniflements, j'ai expliqué. La croisière, les selfies souriants, l'au revoir qui n'en était pas un, la signature falsifiée. Elle m'a laissé, papa. Elle m'a laissé seule. Il n'a pas parlé pendant un moment. Je l'entendais respirer fort, essayant de rester calme. Puis il a dit, d'accord, je viens te chercher. Peu importe où tu es. Reste avec la dame, d'accord? Laisse-moi lui parler. J'ai passé le téléphone à Denise, qui a parlé rapidement mais calmement. Elle lui a donné la position du bateau, le prochain port, tout. Elle lui a assuré que j'étais en sécurité et non en danger, mais secouée émotionnellement. Quand j'ai repris le téléphone, la voix de mon père était différente. Déterminée. Je prends l'avion maintenant. J'ai appelé la compagnie de croisière et mon avocat. Je te rejoindrai au prochain port, Puerto Plata. C'est en République dominicaine. Je serai là dans 36 heures. Je te le promets. Les 2 jours suivants ont été flous. Denise m'a donné une petite cabine du personnel près de la sienne et venait vérifier comment j'allais toutes les quelques heures. Elle m'a apporté des puzzles, des snacks et des livres. Elle m'a même donné un carnet de croquis et des crayons de couleur. On parlait le soir. Elle m'a raconté son enfance, comment sa mère était partie quand elle avait 9 ans, comment elle avait dû s'occuper de son petit frère pendant que leur tante travaillait à 3 emplois. Tu n'es pas seule, m'a-t-elle dit. J'ai été là où tu es. Tu n'as rien fait de mal. Le bateau a accosté brièvement aux Bahamas. Je suis restée dans ma chambre. Je ne voulais pas voir des familles heureuses construire des châteaux de sable ou acheter des souvenirs. C'était moi avant, une petite fille attendant que sa mère revienne de la boutique de cadeaux. Maintenant, je savais à quoi m'en tenir. Quand nous sommes enfin arrivés à Puerto Plata, j'étais à la rambarde avec Denise, serrant Benny si fort que je pensais que les coutures allaient craquer. Mon cœur battait fort pendant que les gens débarquaient. Puis je l'ai vu. Mon père, debout dans la foule, portant un polo bleu marine, scrutant chaque visage comme s'il cherchait un trésor. « Papa !» ai-je crié, courant vers lui. Il a lâché son sac et m'a attrapé en plein élan, me soulevant comme si je ne pesais rien. Il sentait l'après-rasage, le soleil et la sécurité. « Je t'ai maintenant » a-t-il murmuré, ses bras serrés autour de moi. « Tu es en sécurité. Je te promets, tu ne seras plus jamais seul. » Nous sommes rentrés en Californie le lendemain. Pas de jet privé, pas de limousine, juste un vol normal, 2 sièges côte à côte, main dans la main tout le trajet. Quand nous sommes arrivés chez lui à Pasadena, une maison confortable à 2 étages avec des tournesols devant et des piles de livres partout, j'ai enfin respiré pour la première fois en jour. Il m'a bordé dans mon lit, et j'ai dormi 13 heures d'affilée. Le lendemain matin, il a fait des pancakes à la banane et m'a dit « Il y a quelque chose que je veux te montrer. » Il m'a tendu un dossier. À l'intérieur, il y avait des cartes d'anniversaire, des lettres d'école, des emails imprimés. Il y avait même des confirmations de vol pour des visites qui n'avaient jamais eu lieu. Elle m'a dit que tu ne voulais pas de moi, ai-je murmuré. Elle a menti, a-t-il dit doucement. J'ai envoyé tout ça. Chaque carte, mais elle ne te les a jamais données. J'ai regardé la pile pendant près d'1 heure. Il y avait des cartes avec mon nom en paillettes, des photos de nous quand j'étais petite, des cartes postales de partout, tout adressé à moi. Mon cœur me faisait mal. Pas seulement pour ce que j'avais perdu, mais pour ce que je n'avais même pas su que j'avais. Cette même semaine, papa m'a emmené rencontrer mademoiselle Renée Baxter, une avocate spécialisée en droit de la famille. Elle était gentille, intelligente et déterminée. Elle portait des lunettes et écrivait si vite que son stylo grinçait. « Ta mère t'a abandonné sur un bateau de croisière », a-t-elle dit franchement. Ce n'est pas juste de la négligence. C'est une violation légale. Nous demanderons la garde exclusive immédiatement. Mais elle n'a pas seulement parlé du tribunal. Elle m'a demandé comment je me sentais, ce que je voulais.
Je veux me sentir bien à nouveau, lui ai-je dit. Je veux arrêter d'avoir peur quand le téléphone sonne. Alors, nous travaillerons aussi sur la guérison, a-t-elle dit. Nous ne laisserons pas ça te briser. Et ainsi, j'ai commencé le lent chemin vers la guérison. J'ai crié sous la douche. J'ai pleuré pendant les trajets en voiture. J'ai dessiné des petites filles tristes avec des ombres géantes dans mes carnets. Mais j'ai aussi ri à nouveau. J'ai fait des cookies avec mon père. Nous avons joué à des jeux de société. Nous avons dansé sur du jazz dans Système. Maintenant que Tanara est avec son père, la vie va-t-elle enfin sembler normale? Et Charlène est-elle vraiment partie pour de bon? Restez à l'écoute et n'oubliez pas de vous abonner. Après que les tribunaux ont accordé la garde temporaire à mon père, il m'a inscrite à l'école élémentaire Sunset, une école chaleureuse et colorée à quelques rues de la maison. Les couloirs sentaient la craie et les plats pas chauds, et les salles de classe étaient remplies de poufs et de tableaux d'affichage ornés d'étoiles et de mots d'encouragement. J'étais en 5e année, mais émotionnellement, j'avais l'impression d'être encore sur ce bateau, flottant, incertaine, effrayée à l'idée de faire confiance à nouveau. Je parlais peu, gardais la tête baissée, déjeunais seule. Puis un jour, en cours d'art plastique, j'ai rencontré Jayla Monroe. Elle avait des couettes volumineuses, des baskets éclaboussées de peinture et un rire qui pouvait faire fondre la glace. Elle a rapproché sa chaise de la mienne et a jeté un œil à mon dessin. Une fille solitaire tenant un ours en peluche sous un nuage de pluie. « C'est ton histoire ?» a-t-elle demandé, sans méchanceté. J'ai haussé les épaules. « C'est cool », a-t-elle dit. « Tu veux t'asseoir avec moi à la cantine? On a des coupes de pudding. » Ce fut tout. Pas de questions, pas de pitié, juste une invitation. À partir de ce moment, Jayla est devenue ma première vraie amie en Californie. Elle ne demandait pas pourquoi je sursautais quand des voix fortes résonnaient dans le couloir. Elle ne demandait pas pourquoi je me taisais quand on parlait des mamans. Elle partageait juste ses puddings, ses marqueurs, son rire, et peu à peu, ses amis sont devenus les miens. Pendant ce temps, Mademoiselle Baxter continuait son travail. Elle a aidé mon père à déposer les documents pour rendre la garde permanente. Ils avaient tout, les documents de la croisière, les formulaires de consentement falsifiés, même le message vocal que Charlène avait laissé sur le répondeur du bateau avant de disparaître. Au début, Charlène n'a pas répondu. Puis des messages sont arrivés pour moi. Arrête de faire comme si c'était une émission dramatique. Tu exagères tout. Jérôme et moi avions besoin d'une pause. Je ne pensais pas que ça durerait aussi longtemps. S'il te plaît, ne me détruis pas pour un malentendu. Je n'ai pas répondu. Ensuite, elle a appelé mon père, insistant que je mentais, qu'il était manipulé, que j'avais probablement tout mal compris parce que j'étais jeune et confuse. Mon père n'a pas mordu à l'hameçon. Il a bloqué son numéro et en a informé Mademoiselle Baxter. Elle a fait son choix quand elle est descendue de ce bateau. Au fil des semaines, puis des mois, j'ai commencé à m'épanouir d'une manière que je n'attendais pas. Mon père a transformé le bureau en une salle d'art. Il a accroché un tableau de liège pour mes croquis et m'a offert un appareil photo sécurisé pour enfants. Chaque samedi, nous allions nous promener dans le parc, sur la plage, dans les petites ruelles du centre-ville, prenant des photos d'art de rue, d'oiseaux, d'ombres d'arbres et d'inconnus qui ne savaient pas qu'ils étaient beaux. Il n'essayait pas d'effacer le passé. Il m'aidait juste à construire quelque chose de nouveau. « Tu n'as pas à devenir comme elle », m'a-t-il dit un jour alors que nous étions assis sur le porche, buvant un chocolat chaud. « Et tu n'as jamais à supplier qui que ce soit de rester. » Cet automne-là, nous sommes retournés en Géorgie pour l'audience finale de garde. La salle d'audience était froide et silencieuse, avec une moquette beige et des rangées de bancs en bois qui sentaient le nettoyant au citron. Charlène s'est présentée dans un tailleur-pantalon gris impeccable, les cheveux tirés en chignon, comme si elle passait un entretien d'embauche. Mais je voyais bien qu'elle tapotait nerveusement des doigts, qu'elle jetait des regards vers la porte. Son avocat a dit qu'elle était stressée, qu'elle avait fait une erreur, mais qu'elle n'avait pas voulu faire de mal. C'était une crise, a-t-il dit. Pas un acte d'abandon délibéré. Mademoiselle Baxter s'est levée lentement, calme comme toujours. Votre honneur, elle n'a pas oublié de récupérer sa fille à l'école. Elle est montée à bord d'un bateau, a pris des photos, signé des documents falsifiés, puis a quitté le pays pendant que son enfant flottait seul sur l'océan. Ce n'est pas du stress. C'est de la cruauté intentionnelle.
Puis ce fut mon tour de parler. Je me suis assise bien droite sur la chaise en bois, mes pieds ne touchant pas le sol, Benny à mes côtés. Je pensais qu'on allait s'amuser, ai-je dit. Elle m'a serré dans ses bras, m'a dit que ce serait des vacances, mais elle est partie. Et je ne savais même pas que je n'étais pas assez bien jusqu'à ce que le bateau démarre sans elle. Charlène a détourné le regard. Elle ne pouvait pas me faire face. Quand la juge a frappé son marteau et a accordé la garde exclusive à mon père, ordonnant à Charlène de payer tous les frais juridiques et la pension alimentaire, je n'ai pas eu envie de crier de joie. Je me suis juste sentie libre. De retour en Californie, la vie a enfin commencé à m'appartenir. J'ai rejoint le club d'art après l'école. Jaïla et moi avons créé un collage photographique exposé dans le hall de l'école. J'ai aidé à organiser une collecte de fonds pour les enfants placés en famille d'accueil et j'ai écrit un poème qui a fait pleurer mon professeur. Puis un soir, mon père m'a présenté Vanessa, une ingénieure en logiciel aux yeux pétillants, au sourire gentil et aux cheveux bouclés relevés en chignon lâche. Elle m'a offert un petit carnet de croquis et m'a demandé quel était mon dessin préféré. Au début, j'étais méfiante. Je ne savais pas quoi faire avec quelqu'un qui ne voulait rien de moi. Mais Vanessa n'a pas essayé de remplacer qui que ce soit. Elle a simplement ajouté à ce que nous avions déjà. Elle est venue à ma pièce de théâtre scolaire. Elle se souvenait de mes céréales préférées. Elle n'a pas bronché quand j'avais des cauchemars ou quand je parlais du bateau. Elle n'a pas fui. Quand elle et mon père se sont fiancés le printemps suivant, elle m'a assise et m'a dit « Tanara, j'aimerais faire partie de ta famille, mais seulement si tu es d'accord. » Je l'ai regardée, vraiment regardée, et j'ai hoché la tête. « Tu en fais déjà partie. » J'ai eu 11 ans un dimanche après-midi, et mon père m'a surprise avec un nouvel appareil photo. Un vrai, pas un jouet, un appareil avec une sangle et tout. Dans la boîte, il y avait une carte, et dans la carte, une surprise. J'avais été acceptée dans un camp d'art d'été à UCLA, un programme d'une semaine pour jeunes conteurs visuels. « Tu l'as mérité », a-t-il dit. « Ils ont adoré ton travail. » Je l'ai serré si fort que j'ai failli faire tomber l'appareil. « Merci de ne pas m'avoir laissé », ai-je murmuré. « Je ne le ferai jamais », a-t-il répondu. Mais Charlène n'avait pas fini. Elle a envoyé une lettre, une simple enveloppe sans adresse de retour. « Tanara, j'ai vu tes photos. Je suis parfois ton blog. Tu as l'air heureuse, différente. Je sais que tu me détestes probablement. Je ne t'en veux pas. J'étais en train de me noyer et je t'ai blâmé parce que je ne savais pas où mettre ce poids. Je suis désolée, maman. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai juste plié la lettre et l'ai placée dans une boîte à chaussures avec quelques autres souvenirs de ma vieille vie. Pas pour m'y accrocher, mais pour me rappeler jusqu'où j'étais arrivée. Au moment où je suis entrée au collège, je ne me sentais plus comme la fille abandonnée sur un bateau. Je guérissais encore, oui, portant toujours des morceaux de ce qui s'était passé, mais j'avais aussi des racines maintenant. J'étais co-rédactrice du journal scolaire, j'ai remporté 2 concours d'art régionaux et j'avais construit une petite mais fidèle communauté sur Instagram pour ma page de photographie, @ElisCapture. Je postais des photos avec des citations, des balançoires vides, une seule botte de pluie sur un trottoir, des ombres en forme de cœur, et des légendes sur le fait de grandir, de se perdre et de trouver sa voie. À ma surprise, les gens écoutaient, commentaient, se reconnaissaient. Mais ce qui me gardait ancré, ce n'était pas les likes ou les expositions d'art. C'était la maison. Vous aimez l'histoire jusqu'à présent? N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement et de partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Continuons. Mon père et Vanessa se sont mariés cet automne-là lors d'une cérémonie tranquille à Griffith Park. Pas de smoking ni de serveur en tuxedo, juste des amis proches, des vœux simples sous des eucalyptus, et moi à leur côté avec mon appareil photo, capturant chaque moment comme si c'était ma propre histoire d'amour. Ils m'ont donné une place à la table d'honneur. Mais surtout, ils m'ont donné un sentiment d'appartenance, une famille qui ne souriait pas juste pour la photo, mais qui était là pour les coulisses. Après le mariage, les choses se sont installées dans un rythme. Vanessa m'a appris à utiliser un logiciel de montage. Mon père m'a aidé à construire une boîte à lumière dans le garage. J'ai commencé à faire du bénévolat dans un centre pour jeunes le samedi, aidant les enfants avec des projets créatifs. Certains de ces enfants avaient aussi été abandonnés. Je ne leur ai pas raconté mon histoire, pas au début. Je me contentais d'écouter,
de m'asseoir à côté d'eux pendant qu'ils peignaient des soleils ou dessinaient des cœurs brisés, parce que je savais ce que ça faisait de se sentir invisible. Finalement, ils ont commencé à poser des questions. « As-tu déjà perdu quelqu'un ?» « Oui, répondais-je. Ça faisait mal. »« Oui. Tu vas mieux ?»« Je vais mieux, mais oui, je vais mieux. » Pendant ce temps, Charlène est restée silencieuse. Après sa lettre, il n'y a eu ni suivi, ni email, ni carte d'anniversaire. Mademoiselle Baxter nous a dit plus tard que Charlène avait déménagé de chez Jérôme pour un petit appartement à Mâcon. La rumeur disait qu'il l'avait quitté, à cause de l'embarras légal et de la mauvaise presse du procès. Ça ne m'a pas surprise. Charlène choisissait toujours des hommes qui brillaient en surface mais avaient des fissures en dessous. Elle avait parié sur lui, et elle avait perdu. Mais je n'étais plus son pari. Cet hiver-là, mon école a organisé une exposition de photographie pour les élèves de 7e et 8e. J'ai soumis un projet intitulé Mourde, désamarré. Il présentait des photos prises au cours des 2 dernières années. Des quais vides, des cordes flottant dans l'eau, une chaussure seule à un arrêt de bus, des chaises longues sans personne. Chaque photo était accompagnée d'une petite légende tirée de mon journal. L'océan ne m'a pas noyé. Il m'a délivré. Certaines tempêtes ne sont pas faites pour vous briser, juste pour vous rediriger. On peut être laissé derrière et continuer à avancer. La nuit de l'exposition, je me tenais près de mes œuvres, portant une robe blanche choisie par Vanessa. Mon père et Vanessa étaient là, souriant fièrement. Jayla est arrivée avec sa mère et m'a donné une carte faite main qui disait « Tu es une star ». Puis Jayla s'est penchée et a murmuré « Ne panique pas, mais elle est là ». Je me suis tournée. Charlène se tenait à l'entrée de la galerie, portant un manteau noir simple, sans maquillage. Ses cheveux étaient tirés en chignon. Elle semblait différente, plus petite, plus vieille, pas polie, juste fatiguée. Vanessa s'est approchée. « Veux-tu que je lui demande de partir ?» J'ai secoué la tête. « Non, je vais gérer. » J'ai marché lentement vers elle, le cœur battant, mais ferme. Charlène a souri faiblement. « Ton travail est magnifique. »« Merci, » ai-je dit, la voix assurée. Elle a regardé les photos autour d'elle, puis moi. Je n'étais pas sûre de devoir venir. Je ne voulais pas causer de problème. « Tu n'as pas causé de problème, » ai-je dit. « Tu es juste arrivé trop tard. » Ses lèvres ont tremblé. « Tanara, je suis désolée pour tout. Les années d'avant, les mensonges. Je n'étais pas une bonne mère. Je n'ai rien dit au début. Que dire à quelqu'un qui vous a jeté ? Finalement, j'ai parlé. Je ne te déteste pas, ai-je dit. Avant, oui, mais plus maintenant. Elle a cligné des yeux rapidement. Je n'attends pas de pardon. Tant mieux, ai-je dit doucement, parce que je ne l'offre pas encore. Peut-être jamais. Mais je ne porte plus ce fardeau non plus. Elle a hoché la tête en silence. Puis elle a regardé la galerie à nouveau. Tu as construit quelque chose de magnifique. Je ne pensais pas que tu... Je veux dire, je ne savais pas que tu pouvais. Tu ne m'as jamais vu, ai-je dit. Je vois maintenant. Elle n'est pas restée longtemps, juste assez pour voir ce que j'avais construit. Elle n'a pas demandé une seconde chance. Je ne lui en ai pas offert. Mais ce soir-là, en rentrant, j'ai trouvé une petite enveloppe sous notre porte. À l'intérieur, une photo, moi à 4 ans, endormie sur ses genoux dans l'herbe. Nous sourions, heureuses, avant que tout ne s'effondre. Au dos, une note de son écriture. J'ai perdu cette petite fille, mais j'espère qu'il n'est pas trop tard pour connaître la femme qu'elle est devenue. Je n'ai pas répondu, mais je n'ai pas jeté la photo non plus. Le printemps suivant, j'ai reçu une lettre de CalArts. J'avais été acceptée dans leur programme d'art visuel pour jeunes avec une bourse complète. Mon père a pleuré. Vanessa a fabriqué une banderole de célébration avec du papier imprimante et de la colle pailletée. Marcus, mon petit frère de leur mariage, dansait dans la cuisine en criant « Tant va devenir célèbre ». Je ne savais pas si la célébrité était dans mon avenir, mais je savais ceci, j'avais été abandonnée, et j'avais survécu. Et le reste de mon histoire m'appartenait. Au moment où j'ai commencé le lycée, je n'étais plus seulement une survivante de l'abandon. J'étais une conteuse. CalArts a ouvert mon monde. J'étais la plus jeune étudiante du programme d'été cette année-là, à peine 14 ans.
Mais j'ai suivi. Mon portfolio, composé d'images capturées dans des ruelles, des cours d'école et des arrêts de bus tôt le matin, tenait tête aux travaux de niveau universitaire. Mes professeurs ne me traitaient pas comme une enfant. Ils me traitaient comme une artiste. Ma première série de première année, Unclaimed Rooms, chambre non réclamée, présentait des espaces vides, des valises près d'escaliers, des petits déjeuners à moitié mangés dans des dîners solitaires, des lits de motel utilisés d'un seul côté. Je les ai accompagnés de courtes légendes, elle est partie, mais son silence est resté. Il y a un fantôme dans chaque au revoir. Je n'ai pas été oubliée. J'ai été libérée. J'ai partagé la série en ligne. Elle est devenue virale. Pas parce qu'elle était sophistiquée, mais parce qu'elle était honnête. J'ai reçu des messages d'adolescents en foyer, de défenseurs des jeunes placés, de pères célibataires élevant seuls leurs filles. Ça ressemble à mon enfance. Ton objectif a dit ma vérité. Je ne savais pas comment le dire avant de voir ton travail. J'ai réalisé quelque chose. Ma douleur n'était pas seulement la mienne. Elle était un miroir pour tant d'autres. Et ma guérison devenait aussi la leur. Mon père et Vanessa sont venus à chaque exposition, chaque vitrine, chaque mur de galerie où mon nom était affiché. Ils étaient là, avec des t-shirts assortis, des pancartes faites maison, des acclamations bruyantes. Même Marcus, maintenant 7 ans, courait dans les couloirs en criant « C'est ma sœur, celle sur le mur ». À la maison, il ne me traitait jamais comme une histoire triste. Il me traitait comme Tanara, la fille qui aimait les milkshakes à la vanille et les documentaires. La fille qui pleurait parfois dans son sommeil. La fille qui était entière, même avec des fissures. Charlène a écrit à nouveau, une seule fois, un court email avec pour objet « Pas de réponse attendue, juste fière de toi ». Le message « J'ai vu ta galerie à Auckland en ligne. J'ai lu chaque mot. Je suis désolée encore, pas pour attirer l'attention, mais parce que tu méritais tellement plus. J'espère que tu continueras à transformer la douleur en beauté. » Je n'ai pas répondu, mais je ne l'ai pas bloqué non plus, car tout ne devait pas se terminer par des cris ou du silence. Certaines choses avaient juste besoin de distance. Après le diplôme, j'ai ouvert mon propre studio à Auckland, Ellis Visual and Story, un espace créatif pour la photographie et la défense visuelle. Mon premier grand projet, une campagne photo pour les jeunes placés, pas dans des bureaux stériles, mais sous la lumière du soleil. J'ai pris leurs portraits devant des fresques, sous des arbres, près des aires de jeu, parce qu'ils méritaient d'être vus en couleur, pas en grisaille. Puis j'ai été invitée à parler lors d'une conférence sur l'art comme guérison. C'était une salle pleine d'assistants sociaux, d'artistes, d'enseignants, de personnes qui aident ceux qui ont été laissés derrière. Quand je suis montée au micro, j'ai commencé par « À 10 ans, j'ai été abandonnée. À 11 ans, j'étais en colère. À 12 ans, j'ai commencé à dire la vérité. Et à 22 ans, j'ai construit quelque chose que ma mère ne pourra jamais embarquer. » La salle s'est figée. Puis sont venus les applaudissements. Ensuite, une jeune fille s'est approchée de moi, peut-être 12 ans, portant des jeans trop grands et des tresses qui se défaisaient. Elle tenait une photo imprimée de ma série Unmoored, celle d'une fille assise seule sur la rambarde d'un bateau. Sa voix tremblait. Elle m'a laissé aussi, le mois dernier. Elle a dit qu'elle reviendrait. Elle n'est jamais revenue. Mais ma famille d'accueil m'a montré tes photos, et maintenant j'ai l'impression que peut-être je vais m'en sortir. Je me suis accroupie à son niveau, lui ai pris la main. Tu n'es pas invisible, ai-je dit. Tu n'es pas difficile à aimer. Et ça, ce ne sera pas la fin de ton histoire. Elle m'a serré dans ses bras comme si j'étais une bouée de sauvetage. À ce moment-là, j'ai su que c'était mon héritage. Pas la blessure, mais ce que j'en avais fait. 1 an plus tard, j'ai épousé Emory Carter, un homme calme et gentil qui peignait des fresques dans les écoles publiques et sentait le thé à la menthe et la pluie fraîche. Il n'a pas bronché quand je lui ai raconté mon histoire. Il a juste écouté et dit « Tu as réussi. Tu as construit tes propres ailes. » Nous nous sommes mariés près de la mer, non loin de la côte où j'avais été abandonnée. Mais cette fois, l'océan ne me faisait pas peur. Il me berçait. Quand notre fille est née, je lui ai fait une promesse en la berçant pour l'endormir. Tu sauras toujours que tu es aimé. Tu n'auras jamais à te demander. Pour son 3e anniversaire, nous avons visité ensemble une nouvelle exposition de mes premières œuvres, une rétrospective. Au centre de la salle trônait la photo qui avait tout déclenché.
un autoportrait pris il y a des années. Moi à 10 ans, debout au bord du bateau, les cheveux au vent, serrant Benny, les yeux cherchants. Ila m'a tiré la main. « Maman, c'est toi ?» a-t-elle demandé en pointant la photo. J'ai hoché la tête. C'était moi. Quelqu'un t'a aidé à rentrer chez toi. J'ai souri. Oui, ma chérie, ai-je dit. Je me suis aidée moi-même. Charlène envoie encore des nouvelles de temps en temps. Des simples. Un article de presse partagé, un message pour les fêtes. Je les lis. Je ne réponds pas. Pas par amertume, mais parce que ma paix n'est pas négociable. J'ai pardonné ce que je pouvais, relâché ce que je ne pouvais pas, et protégé ce que j'avais construit de mes propres mains, avec mon appareil photo, et avec la version de moi que la petite fille sur le pont s'est battue si fort pour devenir. À tous ceux qui lisent ceci et qui ont été laissés derrière par un parent, un partenaire, un monde qui ne vous a pas vu, laissez-moi vous dire ceci. Vous n'êtes pas les morceaux qu'ils ont laissés tomber. Vous êtes le chef-d'œuvre que vous avez reconstruit. Vous n'êtes pas oublié. Vous n'êtes pas un fardeau. Et vous n'avez jamais été le problème. Parfois, ceux qui partent ne peuvent tout simplement pas porter l'amour que vous méritez. Alors portez-le vous-même. Construisez votre bateau. Naviguez vers l'avant, car je l'ai fait, et je continue. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle vous a touché, likez et abonnez-vous pour plus d'histoires vraies de force et de survie. Si vous avez déjà dû vous reconstruire après que quelqu'un est parti, partagez votre histoire ci-dessous. Vous n'êtes pas seul. Si cette histoire vous a ému, partagez-la avec quelqu'un que vous aimez. Likez, abonnez-vous et aidez-nous à continuer à raconter des histoires qui comptent. Merci.